Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Il s'agit d'une dame originaire de l'Afrique centrale. Précisément, je ne sais plus de quel pays, mais elle est de l'Afrique centrale. Donc, cette dame de l'Afrique centrale a rencontré un monsieur dans son pays en Afrique centrale. Alors, c'est un blanc. Ils se sont fait la cour. Elle est tombée amoureuse et puis elle l'a épousé. Dans ce mariage, ils ont eu 3 enfants. Mais vous savez, le monsieur c'était un blanc, c'était pas un noir. En réalité, ce blanc était décédé depuis des années en Europe et il a apparu en Afrique centrale pour refaire sa vie. Je ne vais pas être trop long, je vais vraiment vous laisser écouter et on revient après pour décortiquer. Aujourd'hui, je me suis armée de courage pour monter, pour raconter mon histoire. Et si j'ai le courage de la raconter, c'est parce que j'ai suivi dans vos précédentes diffusions une fille qui disait que sa cousine, un blanc, une fille qui racontait l'histoire du blanc qui était marié et qui a eu 2 enfants avec sa cousine décédée. Moi, mon histoire, c'est l'histoire de ma vie et elle est comme disent les Anglais, past continuous. Elle a commencé dans le passé et elle se poursuit actuellement. Je suis d'un pays de l'Afrique centrale. Je ne donnerai pas beaucoup de détails pour ne pas qu'on puisse m'identifier parce que j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont abonnés à votre page. Alors, lorsque j'avais 15-16 ans, j'avais ma tante, ma deuxième maman, qui me disait toujours avec sa fille que nous, on devait épouser des blancs. Et bon, à l'époque, je ne m'intéressais pas aux hommes, c'est normal. Donc, elle nous le répétait à chaque fois. Et moi, j'apprenais dans un établissement scolaire qui est au bord de la mer. Il y a la plage derrière. Donc, je partais souvent m'asseoir là-bas. Et je pensais à ça, ça tournait dans ma tête. Mais quand j'ai eu 17 ans et que j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, je ne rencontrais pas de blancs, c'était que des noirs qui venaient vers moi. Et à chaque fois, je refusais parce que ma deuxième maman nous disait, elle ne accepterait pas, elle le disait à sa fille et à moi. Nous étions 5 filles, mais c'est nous qu'elle avait choisies. Et elle disait que elle ne serait pas heureuse si nous étions avec des noirs, etc., etc. Donc elle avait réussi à nous faire mettre ça dans la tête. Bon, ma grande sœur, elle a fini par rencontrer un Français avec qui elle s'est mariée. Et moi, je ne rencontrais pas de blanc. Et puis, à mes 17 ans et demi, je sortais du lycée et je marchais avec mes amis le long du bord de mer. Et voilà qu'une voiture s'est arrêtée et il y avait un beau blanc à l'intérieur. Moi, j'avais 17 ans et demi, lui, il avait 33 ans. Il s'est arrêté, chose étrange, il a crié mon prénom. Je veux dire, par exemple, je m'appelle Gwendoline. Je prends un prénom difficile parce que mon prénom de nature, il est anglo-saxon, il est difficile. Ce n'est pas un prénom commun que tout le monde, qu'on retrouve comme Michel, Sarah, etc. Donc, le monsieur, il s'est arrêté, il a crié directement Gwendoline. Mes copines, nous étions 3 filles. On était étonnées, je me suis retournée. Et puis, elles me disent, mais il t'appelle. J'ai dit, mais moi, je ne le connais pas. Et il insiste, dit, Gwendoline, c'est moi. Moi, je ne le connais pas. Il est descendu de sa voiture. Nous sommes arrivés à sa hauteur. Et nous l'avons dépassé parce que je ne voulais pas m'arrêter. Je ne le connaissais pas. Et il me dit, il est descendu. Il est venu vers moi. Il me dit, mais c'est moi. Je t'ai retrouvé. J'étais surprise. Je dis, mais
je ne vous connais pas. Vous rigolez ou quoi? Moi, je ne vous connais pas. Il me dit, oui, mais c'est moi. De toute façon, je t'ai cherché et voilà, je t'ai retrouvé. Mais c'était un beau blanc. Il était beau. Il avait des yeux bleus, translucides. Il était vraiment beau. Et dans mon cœur, je me suis dit, waouh, un beau blanc comme ça, mais c'est pas possible. Je ne le connais pas. À l'époque, je ne connaissais pas de blanc du tout, du tout, du tout. Et il m'a demandé où est-ce qu'on partait. Bon, nous sommes montés dans sa voiture. Et on a déposé mes copines et moi je partais au supermarché euh, pour prendre des trucs pour ma mère. Et nous sommes arrivés, il a fait des courses pour moi à hauteur de... Enfin, il a fait des courses pour la maison pour 280 000 à peu près. Dans le centre commercial, il y avait un magasin de sous-vêtements. Il m'a acheté plein de trucs. J'étais transportée par sa beauté. Et lui, il me parlait. On était vraiment à l'aise, comme si on se connaissait. Et il m'a donné, il m'a déposé. Moi, j'habitais un bas quartier, hein, un bas quartier. Je ne voulais pas qu'il arrive devant la maison parce que c'était, il allait voir la misère du quartier. Il m'a déposé sur la route. Il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit, si dans 3 jours, tu ne m'as pas appelé, moi, je vais te retrouver. Et avant de descendre de la voiture, il m'a remis un médaillon. Il m'a dit, garde ce médaillon. C'était un médaillon avec une photo de petit garçon. En fait, c'est lui quand il était petit. Il m'a remis ce médaillon. Il m'a dit, garde ce médaillon et ne le perds jamais. Bon, j'ai pris le médaillon et puis bon, je suis partie chez moi. Mais je crois qu'en transportant les sacs des courses, la carte de visite, elle est tombée parce que je ne l'ai pas retrouvée. Ce qui fait que au bout du 3e jour, je n'avais pas pu l'appeler parce que je ne retrouvais pas la carte. Le 4e jour qui se pointe devant la maison, c'était lui. Il vient avec mon cousin. Je lui dis, mais comment vous avez fait pour me retrouver? Il dit, mais je t'avais dit que je te retrouverais. Alors il était descendu par là où j'étais passée. Il a commencé à demander. Et, on ne me connaissait pas, on ne me connaissait pas. Et puis paf, il arrive sur la grande route. Et mon cousin, il est tombé sur mon cousin qu'il avait emmené à la maison. Et là, je me suis dit, il est vraiment sérieux. Ma mère était là, mes soeurs étaient là. J'avais un peu honte. Mais bon, après, nous sommes partis, on a discuté, on s'est promené, c'était vraiment bien. Et de là est partie notre relation. Alors, nous sommes sortis ensemble un moment et tout de suite, il a voulu qu'on se marie. C'était un beau Français, nous nous sommes mariés. Mais lorsqu'on a fait lorsqu'on préparait le mariage, il n'avait pas de documents, il n'avait pas de papier en fait. Oui, c'est papier. Et il m'a dit, j'avais dû l'accompagner au consulat de France pour qu'il fasse sa déclaration de perte. Il a dit qu'il avait perdu ses papiers, qu'on l'avait braqué, un truc comme ça. Et puis voilà, on lui a refait d'autres papiers. Et on a fait le mariage. On a fait le mariage à l'ambassade de France dans mon pays. Et on a eu une vie tranquille. On a eu une vie tranquille. On partait partout. On partait aux États-Unis, on partait en Afrique du Sud. En 2003, on est parti à Dubaï alors que ce n'était pas encore grand-chose. On partait partout, sauf chez lui en France. Il m'avait dit qu'il était orphelin, que son père et sa mère étaient morts dans un accident d'avion. Et il parlait jamais de sa famille. Il parlait jamais de sa famille. On a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. La fille, elle est la dernière. Alors le garçon aujourd'hui, parce que ça fait 4 ans que tout s'est terminé, si je peux dire ainsi. Le garçon, il a 17 ans aujourd'hui. Le premier a 17 ans, le deuxième a 14 ans et la petite fille, elle a 10 ans. Il n'est jamais tombé malade, mes enfants ne sont jamais tombés malades. On a eu notre vie tranquille et il me poussait beaucoup à investir. Il me disait, il faut que tu investisses. Je peux ne plus être là, il faut que tu investisses. Alors on a investi dans l'immobilier. Et à chaque fois, je lui disais, moi je partais en France, je partais avec les enfants, passer les vacances, mais jamais chez lui, puisque des parents, ils n'en avaient pas, me disait-il. Et on n'y allait jamais ensemble. Nous n'étions jamais allés en France ensemble.
On a vécu ensemble 19 ans parce qu'on a eu notre fils 2 ans après. Et je me souviens que tout le temps que nous sommes restés ensemble, je n'arrivais pas, enfin au début, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et on a fait des examens, mais lui, il ne partait jamais faire les examens. Jamais. On ne lui a jamais fait de prise de sang devant moi. Il ne s'était jamais blessé. J'avais jamais vu son sang, en fait. Mais bon, un beau jour, il commence à me dire, le temps est arrivé, il va falloir que je retourne, il va falloir que je retourne. Je lui dis, mais tu pars où? Il me dit, oui, mais il faut te préparer, il faut que je retourne. Là, j'ai déjà dépassé le délai. Je lui dis, mais tu me parles de quoi? Il me disait jamais plus, mais il était triste. Il devenait triste tous les jours. Chaque jour, il devenait triste. Parfois, il s'enfermait dans son bureau. Il avait un bureau dans la maison. Il s'enfermait dans son bureau. Il va passer des heures là-bas. Il ne va pas manger. Il ne va pas boire. Et quand il sortait de là, il enlaçait les enfants. Et parfois, je le surprenais en train de pleurer. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème? Il me disait rien. Il me disait juste, écoute, je suis désolée, mais il faut que je parte. Il faut que je retourne maintenant. On m'appelle pour une autre mission. Il faut que je retourne. Et moi, je pensais qu'il quittait mon pays, en fait, puisqu'on vivait dans mon pays, qu'il devrait quitter définitivement mon pays. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème. On partira avec toi. Et puis, moi, je ferai des tours. Il m'a dit, tu ne peux pas venir avec moi là où je vais partir. Moi, je pensais à quelque chose comme de très loin, genre l'Amazonie ou je ne sais pas trop. Bon, bref, lorsque les vacances sont arrivées, et, il m'a dit, écoute, cette fois, on va aller en France. On va aller en France parce que c'est là-bas le point de départ. Je ne comprenais pas. Bon, nous, on était contents. Enfin, on va partir en France avec lui. C'était en 2019. Et j'ai préparé le voyage avec les enfants. On a pris l'avion. Nous sommes partis. Et on arrive à Paris. Il me dit, on continue directement sur Bordeaux. Et à Bordeaux, on avait loué une voiture. Il a mis le GPS. Il a rentré une adresse. Il a mis le GPS. Et on a pris la route. Les enfants étaient fatigués, ils dormaient. Et avant d'arriver, il y avait un petit arrêt avec un petit centre commercial pour se rafraîchir, etc. Il m'a dit, j'arrive. Il a mis du carburant. Il m'a dit, j'arrive. Ne descendez pas de la voiture, je reviens dans moins de 5 minutes. Il est parti, il n'est pas revenu. Au bout de 30 minutes, j'ai trouvé étrange, je suis descendue, je suis partie chercher. Le centre commercial n'était pas vraiment grand, c'était juste un petit arrêt avec une station et 2-3 boutiques. J'ai tourné, je ne l'ai pas vu, je suis partie aux toilettes des hommes, je ne l'ai pas vu, je suis revenue. Avec les enfants, on a encore attendu 45 minutes, donc on a passé plus d'1h30 sur place à l'attendre. Il n'est pas revenu, je ne comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les enfants étaient fatigués, la petite pleurait. J'ai pris la décision de prendre le volant et de partir parce qu'il avait rentré l'adresse et de partir. Alors, nous sommes arrivés devant une maison et moi, je me disais, bon, il va nous suivre. En fait, je ne sais pas, mon cerveau était bloqué. Mais j'avais une grosse boule d'angoisse à l'intérieur de moi. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Nous sommes arrivés, c'était donc la maison de sa famille. Et puis j'ai sonné, il y a sa maman, je ne savais pas encore. Elle est venue ouvrir. Elle me regarde, elle regarde les enfants. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, bon, je ne sais pas, je suis avec mon mari, mais là, il nous a laissés, je ne sais pas où il est parti. Et il avait rentré cette adresse dans la voiture pour venir jusqu'ici. Elle me regarde, me dit, mais c'est qui votre mari? Bon, je peux donner son prénom à lui parce qu'il est laissé, enfin, il n'est plus vivant. J'ai dit, c'est Jean-Paul. Elle me regarde, elle me dit, vous rigolez ou quoi? Je dis, mais comment rigoler? Je ne comprends pas. Elle me dit, mais vous rigolez, Jean-Paul, il est mort. Elle me le balance comme ça devant la porte
Il est à peu près 17 heures. Je suis fatiguée, les enfants sont fatigués. Je la regarde et je dis, mais vous me parlez de quoi, madame? Et je ne sais pas, je suis où là? Elle me dit, je suis la mère de Jean-Paul. Et elle appelle son mari, Édouard, est-ce que tu peux venir? Et là, elle a été très méchante. Elle m'a traité de cinglée, d'usurpatrice, de mythomane. Je vous assure, ça a été compliqué ce jour-là. Tout ça devant la porte. Elle s'est mise à crier. Je ne comprenais rien, j'étais perdue. Je lui dis, mais madame, c'est mon mari, nous sommes mariés depuis. Elle me dit, je veux rien savoir, vous êtes une folle, vous avez vu notre histoire et tout ça. Je dis, mais comment? Et elle a même appelé la police, je vous assure. Ça a été compliqué. Parce qu'à un moment, le papa, il nous a demandé de rentrer. Lui, il nous a donné à boire pour les enfants étaient fatigués. Et c'est lui qui l'a calmé. Il lui dit, mais arrête, Françoise. Regarde la dame, elle ne peut pas raconter quelque chose. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe. Alors, il me demande exactement ce qui se passe, qu'est-ce que je leur veux. Et je leur dis que moi, je ne les connais pas. Je leur dis, je suis avec mon mari, etc. Voilà nos enfants. Et le monsieur, il me dit, mais vous comprenez que ce n'est pas possible. Jean-Paul est mort il y a 21 ans. Je lui dis, mais Jean-Paul ne peut pas être mort. Moi, je suis sa femme. Et il me dit, non, ce n'est pas possible. Alors, ce qui se passe, c'est que ils ont appelé la police. La police est arrivée. Ils m'ont prié de partir de là. Et avant que je parte, la dame m'avait appelé parce que Jean-Paul avait un petit frère et une petite sœur aussi. La dame les avait appelés. La sœur de Jean-Paul, elle est à 2 heures de là, mais elle était au travail. Elle a dit à sa mère, écoute, essaie de les retenir jusqu'à demain. Elle avait un pressentiment. Elle avait un pressentiment parce qu'à chaque fois, elle voyait son frère en rêve et qui venait lui dire que j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Mais pour elle, c'était des rêves. Donc, elle ne savait pas que c'était vrai en fait. Et du coup, lorsque la maman l'a appelée, elle s'est dit, c'est peut-être... Elle a eu un pressentiment, mais sans plus. Alors, la police m'a raccompagnée avec les enfants pleuraient. Moi-même, j'étais perdue, j'étais lessivée, j'étais mal. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mon cerveau était bloqué. Je ne réfléchissais pas. Et nous sommes partis à l'hôtel. J'ai pris une chambre d'hôtel. Et là-bas, j'ai éclaté. J'étais vidée. J'ai pleuré. Je lui ai parlé. Pourquoi? Quelle est cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? J'étais perdue. Et le lendemain matin, je ne savais pas. J'avais passé toute la nuit à pleurer. Les enfants étaient là. Ils étaient tous perdus. Qu'est-ce qui se passe, maman? Et comme ça, sans le savoir, je leur ai dit que leur papa était mort. Mais je ne leur ai pas dit que leur papa était un revenant. Je leur ai dit que leur papa était mort. Et la petite de dire, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu lorsqu'on était au centre commercial. J'ai dit oui, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu. Et le grand garçon, il est venu m'enlacer. Il me dit, maman, c'est rien. Papa, il n'est pas mort. Papa, il sera toujours avec nous. Et je vous assure que j'étais très, très mal. J'étais mal parce que je n'imaginais pas, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, je ne pensais même pas que j'avais été avec un revenant. Je n'y pensais pas. C'était pas possible en fait. J'étais bloquée. Et le lendemain, ils sont venus à l'hôtel où on était parce que c'est une petite ville hein, de Bordeaux. Donc tout le monde sait qui est là et tout ça. Donc ils sont venus et la petite sœur de Jean-Paul était arrivée. Excusez-moi. La petite sœur de Jean-Paul était arrivée et elle a demandé à me voir. Donc ils sont venus. Et moi je suis descendue. Les enfants ils sont restés. Et nous sommes repartis. Elle m'a demandé de prendre les enfants. Quand elle a vu les enfants, je vous assure que ma fille ressemblait très pour trait à sa tante. Très pour trait. Sauf les cheveux
qui sont métissés, les cheveux de ma fille. Mais tout le reste, elle est comme elle ressemblait très pour trait à sa tante. Alors nous sommes repartis tous avec les enfants dans leur maison. Et là, la maman, elle n'a pas arrêté de pleurer. Elle dit qu'elle ne peut pas y croire. Elle a pris les photos. Elle dit que ce n'est pas possible. Et la fille, elle est venue me trouver. Elle s'appelle Céline. Elle est venue me trouver. Et laissez-moi vous dire que mes 3 enfants portent, le premier garçon porte le prénom de son père. Le deuxième garçon et la fille portent les prénoms de son frère et de sa sœur. Et quand nous sommes arrivés dans la maison, le caniche, ils avaient un caniche, enfin ils ont un caniche, il est toujours vivant. Le caniche s'est mis à aboyer, il est devenu comme fou. Il a tournoyé sur lui-même. La mère était invivable. Elle a refusé, elle m'a traité de voleuse de nouveau. Le caniche a sauté. Les photos des enfants sont sur une commode au salon, sur une console. Le caniche, il a tout fait, il a sauté, il a fait tomber uniquement la photo de Jean-Paul. Personne n'a fait attention. Après, il est parti dans la chambre, le caniche, je ne sais pas trop dans laquelle. Il est revenu avec une carte postale qu'il a jetée par terre. La maman a juste pris la carte postale, elle a posé sur la console. Et là, s'est engagée une discussion. Je leur ai raconté ma vie. Je leur ai raconté notre histoire. Et je leur montre les photos. Parce qu'on avait des photos dans l'iPad de mon fils. Il y avait des photos. Moi-même, j'avais des photos. Et tout ça. Mais moi, je vous assure que Jean-Paul, il avait une vie normale. Il sortait sur les photos. Il faisait tout. Il faisait du sport. Il mangeait tout. Il était un être humain normal. Et elle regarde sur les photos, elle dit c'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est pas mon fils. Et tout ça, bon, les photos de lorsque nous avions commencé, je ne les avais pas avec moi parce que je ne m'attendais pas à ça. Les photos étaient restées dans mon pays. J'avais des photos récentes. Et elle disait c'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. C'est vrai qu'il y a une forte ressemblance, etc. Et bon, de cette discussion n'a abouti à rien. Au moment de repartir à l'hôtel, la petite sœur de mon mari, donc la grande, la Céline, elle dit à sa mère, oui mais maman, est-ce que tu as vérifié la tâche de naissance? Et la mère dit, quelle tâche de naissance? Elle lui demande, où est la carte postale que Jean-Paul t'a envoyée juste avant son décès? Parce que Jean-Paul était parti, il est décédé d'un accident de circulation à Naples, en Italie. Et 2 jours avant, il avait envoyé la photo à sa maman, une carte postale à sa maman. Et il avait écrit un petit message, mais tout en bas, il a mis un post-scriptum. PS, si jamais on t'annonce mon décès et que tu as des doutes, pense à vérifier la tâche de naissance. Jean-Paul avait une tache de naissance en forme d'oreille. Bon, pas vraiment l'oreille, mais un tout petit peu comme une oreille. Donc la tache noire là, au-dessus de sa fesse droite. Et je vous assure que mes 3 enfants, ils ont la même tache de naissance au même endroit. Et la maman, elle a dit, elle ne sait pas, elle est partie fouiller son tiroir. C'est là qu'elle s'est rendue compte que le caniche avait fait du désordre dans sa chambre. Elle est revenue, elle dit, elle ne trouve pas la carte postale. Et quand elle regarde sur la console, elle a vu la carte postale. Elle a pris la carte postale et on a tous lu ce message. N'oublie pas de vérifier ma tâche de naissance. Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que je savais que mes 3 enfants avaient cette tâche de naissance. Et c'est à ce moment que j'ai véritablement réalisé que j'avais été mariée, que j'avais vécu pratiquement 21 ans avec un revenant. Je n'en revenais pas. J'ai éclaté en sanglots. Et je sentais comme s'il avait posé sa main sur mon épaule, comme s'il me disait de ne pas pleurer, que c'était rien. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas.
Et j'ai pensé, à ce moment, j'ai pensé aussi à prendre le médaillon qu'il m'avait donné le tout premier jour. Je l'ai montré à sa maman et elle a dit oui, c'est lui. En fait, tout était devenu, parce qu'ils ont regardé sur les enfants en fait. Ils ont regardé sur les enfants, chacun a montré sa tâche de naissance. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était triste. J'étais mal. J'étais mal parce que je perdais et mon mari et je découvrais quelque chose de je veux dire quoi, d'incompréhensible en fait, d'inexplicable. Et le lendemain, la maman a demandé que les enfants aillent faire des tests ADN parce qu'elle voulait être sûre jusqu'au bout que les enfants aillent faire des tests ADN parce qu'elle elle ne croyait pas toujours. Le père, alors lui, n'en parlons plus. C'est comme s'il avait reçu l'expression exacte, un coup de massue sur la tête. Il était sonné. Le petit frère de Jean-Paul est arrivé. Il ne comprenait rien du tout. La seule qui comprenait un tout petit peu, c'était sa sœur Céline. Et ça, je l'ai déjà dit, elle nous l'a expliqué que son frère lui parle souvent. Son frère lui a présenté sa famille pendant les rêves. Son frère lui a toujours dit qu'elle serait celle qui allait le défendre, qui allait défendre ses intérêts. Donc, le troisième jour, les enfants sont partis faire les tests ADN. Et puis, il s'est avéré qu'ils avaient le même ADN que la famille. Et scientifiquement, je ne sais pas comment le prouver, comment l'expliquer. Ils n'ont pas dit aux médecins parce qu'ils ne voulaient pas que ça s'ébruite. On a juste dit alors la seule chose étrange, parce que la chose étrange, c'est pas la seule. L'autre chose qui est étrange, c'est que mes enfants, ils sont vivants. Je vous ai donné leurs âges, 17, 14 et 10 ans. Ils sont très intelligents, ils font bien leurs études. Ils sont beaux, ils sont en forme. Je n'ai jamais été à l'hôpital avec l'un d'entre eux. Jamais. Première chose. Deuxième chose, ils sont tous de groupe sanguin rare. Le premier est de groupe sanguin O négatif. Le deuxième est de groupe sanguin AB négatif. Et la petite dernière, elle est du groupe sanguin B négatif. Moi-même, je suis du groupe sanguin B+, B positif. Mais eux, ils sont tous les trois, chacun a son groupe sanguin. Et ce sont des groupes rares. On les a inscrits dans le fichier en France des personnes, parce qu'il y a un fichier des personnes qui ont des groupes sanguins rares. Et puis voilà, c'est mon histoire. Moi, je suis encore restée... finalement, après, ils nous ont accordé le gîte et tout ça. Mais moi, j'ai été blessée et trahie. Au plus profond de moi, je n'étais pas bien. Je ne suis pas bien. Quand je suis avec eux, ils font tout pour que je sois bien, mais je ne le suis pas. Là, je fais des tours entre là-bas et mon pays. Et les enfants, ils sont là-bas. Les enfants sont avec eux, ils sont très bien. Bon, on a emmené les enfants sur la tombe de leur père. Et on a dû faire une deuxième plaque. On n'a pas mis la date. Il y a la première plaque qui porte la date de sa mort véritable. Et il y a la deuxième plaque qui porte la date de sa disparition. Je ne sais pas. Du jour où il a disparu. Du jour où il a disparu. Et quelques temps après, il est venu m'expliquer en rêve pourquoi, quand il parlait qu'il était temps qu'il retourne, c'est parce qu'on lui avait confié une autre mission et qu'il ne voulait pas, il a refusé de faire cette mission parce qu'il a eu beaucoup de joie à rester avec nous, avec les enfants. Et il a de la peine de nous avoir laissés, donc il ne pouvait pas aller faire une autre mission pareille. Donc il attendait qu'on lui donne la sentence et que certainement il allait avoir une punition, une mission difficile qui va lui coûter beaucoup d'énergie. Mais pour nous, pour les enfants, il n'a pas voulu aller recréer parce qu'on voulait l'envoyer, je crois,
donner du bonheur à une autre personne et faire des enfants. Mais il a dit de l'autre côté, il a dit que c'est difficile, qu'il ne pouvait pas refaire ça et qu'il veille sur nous. Et puis voilà, c'est mon histoire. J'ai eu une belle vie avec lui. Aujourd'hui, je ne suis pas malheureuse. Je m'en sors avec les enfants tranquilles. J'ai quelques petits investissements immobiliers. Ben, j'ai peur. J'ai peur. J'ai eu une belle vie. Ce n'était pas une vie difficile. Je n'ai pas vécu des choses étranges, mais parce que le plus gros était déjà étrange. Le plus gros était déjà étrange. Et je voulais partager cette histoire pour dire à la communauté DMG TV que les revenants, ça existe. Les revenants, ça existe. Vous n'en avez jamais peut-être côtoyé un, mais moi j'en ai côtoyé un pendant très 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 longtemps. Et voilà. Merci de liker, de partager, de commenter aussi. Je voulais partager ça. La vie, elle est parfois surprenante. La vie, elle est mystérieuse. Merci à tous. Au revoir. Je suis la dame qui a fait son témoignage, qui a eu 3 enfants avec avec un revenant. Alors, je viens aujourd'hui pour rassurer tout le monde. J'ai lu chacun de vos commentaires. Je vous en remercie énormément parce que beaucoup de personnes ont commenté, beaucoup m'ont encouragé, beaucoup m'ont redonné de la force. Et il fallait que je remonte pour vous rassurer. Je vais bien. J'ai accusé le coup. Ça s'est passé il y a 4 ans. J'ai accusé le coup. Beaucoup me disent que je dois me diriger vers la prière. Rassurez-vous, je l'ai fait. Lorsque ça s'est produit, j'étais chrétienne pratiquante et cet événement m'a permis de me renforcer véritablement dans la prière. Et je tiens à vous rassurer, je n'ai pas peur. J'étais mal pendant un moment. J'ai pratiquement failli perdre la tête, mais c'est parce que je voulais absolument comprendre pourquoi, comment ça avait pu être possible, pourquoi c'était moi. Je voulais comprendre, mais ce n'est pas tout qu'on comprend. Le fait est là, ce n'est pas tout qu'on comprend. Alors, je voudrais répondre à certaines personnes qui ont commenté. Il y a une dame qui a dit qu'elle n'y croit pas et qu'il aurait été bien que je publie des photos. Je ne peux pas publier des photos parce qu'il s'agit de ma vie. Il s'agit aussi et surtout de la vie de mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont bien vivants, qui sont dans des écoles, qui ont des amis, qui ont Internet, surtout pour le plus grand. Je ne peux pas les exposer. Je tiens à vous rappeler que mes parents ne sont pas au courant de cette histoire. Personne autour de moi n'est au courant de cette histoire. Les personnes à être au courant de cette histoire, ce sont les parents de Jean-Paul. Ce sont les parents de Jean-Paul et nous avons tous décidé de garder ça comme ça. Alors, pour la filiation officielle des enfants à quelqu'un de décédé, ce n'est pas à quelqu'un de décédé qu'on les a affiliés. Il faut juste retenir que du temps de son passage sur Terre, Jean-Paul était parfaitement vivant. Il avait ses papiers, donc à chacune des naissances, on déclarait l'enfant
au consulat de France. Et ces enfants, aujourd'hui, ils sont tous des Français. Ils sont français, ils ont leurs actes de naissance et voilà, ils sont là. Par contre, moi, quand je dis que j'ai peur, c'est parce que je ne sais pas si mes enfants sont totalement humains ou partiellement humains, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux plus tard. Est-ce qu'un jour ils vont disparaître? Est-ce qu'ils seront vieux un jour? Est-ce que eux, ils pourront avoir des enfants? Ce sont des questions que je me pose parce que je ne sais pas. Ça a pu être possible pour Jean-Paul, mais pour mes enfants, je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose, mais avec, euh, avec la grâce de Dieu, ça va bien. Je n'ai pas de problème au quotidien. Je n'ai pas de signes bizarres dans ma vie. Je n'ai rien. Et je vais vous surprendre. Jean-Paul, de temps en temps, me parle dans mes rêves. De temps en temps, il me parle dans mes rêves. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de couper ce lien. Et non, je ne veux pas couper ce lien parce que c'est une transition qui est importante pour moi. Le fait que de temps en temps, je puisse continuer à le voir dans mes rêves et qu'il puisse continuer à me parler dans mes rêves, c'est une transition importante pour moi et je ne veux pas couper ce lien parce que il ne m'a pas fait de mal et il ne me fait pas de mal et je reste convaincue qu'il ne me fera aucun mal, ni à moi, ni aux enfants d'ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que c'est pas facile. Je vous assure, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout. Mais aujourd'hui, j'ai accusé le coup et ça va. Ça va, je fais des tours. Je suis avec les enfants en ce moment. Ils vont bien, ils grandissent bien. Il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas oublié leur papa. Et juste que le plus grand m'a demandé pourquoi il y avait deux plaques tombales avec des dates différentes sur la tombe de leur papa. Et je lui ai expliqué qu'ils avaient fait la première pierre tombale avec la date de sa mort, mais qu'il y avait eu une erreur. Et que nous, à notre tour, on a décidé de corriger cette erreur en mettant la deuxième date. Mais que nous n'avons pas voulu faire disparaître la première plaque. Bon, c'était un peu alambiqué comme histoire, mais pour le moment, il y a cru. Vous me demanderez certainement si j'ai l'intention un jour de leur dire la vérité. Je ne peux pas vous répondre maintenant. Je ne sais pas. Ça dépendra de leur évolution. Ça dépendra de leur force de caractère. Ça dépendra de ce qu'ils pourront être prêts à entendre. Et pour le moment, je n'ai pris aucune décision. Nous en avions parlé avec la famille et nous avons décidé de laisser les choses telles quelles. Jean-Paul a été sur cette terre des vivants par 2 fois, à ma connaissance, peut-être par 3 fois ou par 4 fois. Et même, il y a quelqu'un qui a écrit en disant que lorsqu'il avait écrit la carte depuis Naples en Italie, qu'il était aussi déjà certainement en mission. C'est fort possible. C'est fort possible parce que c'est une prescription qui est tombée à propos et c'est fort possible. Mais
Je tenais vraiment à vous remercier pour l'intérêt et pour tous les encouragements, pour toute la force que vous m'avez donnée. Je reviendrai maintenant avec beaucoup d'histoires apprises ça et là, avec beaucoup d'histoires entendues de mes amis, de mes contacts. Et puis voilà, je tiens encore à vous dire merci. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Je pense que vous avez eu le temps d'écouter. Mettez vos commentaires. N'hésitez pas à liker et partager. Franchement, il y a des choses qui arrivent dans le monde. Ça arrive dans le monde. Quelqu'un doit t'en parler pour que tu comprennes. Ou bien aussi, tu dois faire l'expérience pour comprendre en réalité ce qui se passe. Quand l'on n'a jamais vu quelque chose, il ne faut jamais dire jamais. Parce que jamais, on ne sait jamais. Cette histoire-là, elle est terrible. Terrible. Vous savez, tout ce que moi je peux conseiller à quelqu'un, lorsqu'on veut se marier, il faut chercher la face de Dieu. En réalité, c'est Dieu seul qui peut te révéler le visage de la personne. C'est Dieu seul qui peut te montrer qui est la personne. Toi seul, tu ne sauras pas. Si tu n'as pas comment dire, la révélation qui vient de Dieu, tu ne sauras pas. Ces derniers temps, je suis tombée sur beaucoup de témoignages comme ça. Alors, j'ai décidé de partager avec vous, vous sensibiliser. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Donc, toi qui écoutes ce message, lorsque tu rencontres quelqu'un, qu'il soit un noir, un blanc, un asiatique, n'importe qui, lorsque tu veux te mettre en relation, il faut toujours chercher la face de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui fait la différence. Toi qui écoutes ce message, si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à te donner à Christ. Parce que c'est quand tu as connu Jésus-Christ, tu es accroché à lui, que tu connaîtras vraiment la vérité, que Dieu se révélera à toi. Le Saint-Esprit te révélera les choses cachées. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse et à très très bientôt pour une autre histoire.